Une déferlante d'équipes de campagne sillonne la République de fond en comble. Oui, elle sature littéralement le paysage public avec leurs couleurs politiques bigarrées depuis le samedi 27 septembre 2025. Méthodiquement, elle quadrille donc le triangle national, s'assurant d'aller au pas des portes, aux aurores, et quand le soleil est au zénith, elle se déploie farouchement sur les places publiques ou même dans les différentes artères des cités, et le soir venu sur les différents plateaux de télévision ou autres plateformes digitales. 12 équipes de campagne, donc réduites à 10 depuis la coalition UNDP, PAL, Univers, mais toujours avec le même objectif, la conquête du palais d'Etoudi. Ce soir, la télévision du Monde se plonge elle aussi dans ce chaudron, mais avec une approche différente. La présidentielle 2025 vue d'en bas par le peuple souverain. Ici, nous libérons la parole et redonnons le pouvoir aux citoyens. Cette approche nous permettra notamment de faire intervenir donc cette population qui devra investir pour un mandat de 7 ans le prochain président, mais aussi inviter à la table de cet échange des experts qui viendront analyser les défis majeurs et les enjeux les plus cruciaux de cette époque importante de l'histoire politique de notre pays. Voici pour vous la première édition de Au cœur du peuple. Mesdames, bonsoir. Messieurs, bienvenue. La télévision du Monde a pris son temps pour entrer elle aussi dans la course à la présidentielle, mais c'était un temps exploité à bon escient, afin d'offrir à nos merveilleux téléspectateurs le nec plus ultra de ce dont ils ont véritablement besoin en cette période, je le disais, cruciale de l'histoire politique de notre pays. Et comme je le disais, ce soir, nous ouvrons donc avec cette première édition, avec sur la table deux grandes articulations. La première, ce sera place à ces intellectuels qui expliqueront et analyseront les défis majeurs de cette présidentielle 2025. Et en second, et je suis sûr que c'est une rubrique qui vous plaira abondamment, vous à la maison, vous aurez l'occasion, en l'espace de quelques 10 à 15 minutes, de nous exprimer tout ce que vous pensez véritablement de cette prochaine élection et pourquoi pas de nous donner vos intentions de vote, lesquelles seront décryptées également dans la rubrique sondage. Pour en parler justement, nous avons invité 4 à la suite. Ce sont des intelligences affinées dans des domaines bien précis qui justement touchent à la présidentielle, à la gouvernance et au principe de démocratie. Et par extension naturellement à la gestion des ressources humaines. À ce propos, c'est l'un des plus qualifiés dans son domaine. Il est justement FCIPD, c'est la plus haute qualification quand on parle d'expertise dans les relations humaines à la tête d'un cabinet justement qui gère ce genre de défi. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir. C'est vrai que je vous ai un peu surpris à la dernière minute, mais merci d'avoir accepté notre invitation. Coach Benjamin Noël, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Monsieur Rim, bonsoir chers panélistes et félicitations pour cette initiative d'être au cœur du débat principal qui préoccupe les Camerounais et l'Afrique, le Cameroun étant l'Afrique en miniature. Vous l'avez dit, vous ne pensiez pas si bien le dire. Juste à côté de vous, il est également très friand des questions de bonne gouvernance, même si dans son domaine, il les a portées sur la table de la science. Il étudie des données, les statistiques et espère de la qualité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Franska Stafongan, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Monsieur Rim, bonsoir à mes chers copanélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous écoutent ce soir. De l'autre côté de la table, deux autres. Pour compléter ce quatuor fait d'intelligence dont je parlais à l'instant, lui, c'est un habitué des plateaux de télévision. Il sature, dans le bon sens du terme cette fois-ci, l'espace public de ces analyses pertinentes qui ne plaisent pas toujours, mais qui ont le mérite d'être suffisamment objectives. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur David Mokoudi. Vous êtes responsable de la gouvernance, notamment au sein de l'ONG Monde Avenir. D'ailleurs, vous venez de former des scrutateurs dans la partie septentrionale du pays. Merci, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon cher Rim, bonsoir aux discutants du soir, bonsoir aux Camerounais qui nous écoutent à travers la télévision du Monde au Cameroun et pas le Cameroun.
par les scrutateurs que nous venons de former, mais évidemment les observateurs. Électoraux, parce que les scrutateurs sont... c'est une notion bien codifiée dans le code électoral, la loi électorale du Cameroun. Donc, ce sont des personnes qu'on prend parmi les inscrits sur une liste électorale dans un bureau de vote pour accompagner la commission locale de vote dans le dépouillement des bulletins. Voilà qui est dit. Et merci pour cette précision. Tout ceci participe de l'édification et de l'éducation qu'on veut donner à ceux qui nous regardent. Et pour compléter donc ce triumvirat, pour qui j'ai beaucoup d'admiration et qui force le respect de par ses interventions toutes pertinentes, il est lui également habitué des questions de bonne gouvernance, de démocratie, peut-être un peu plus dans le secteur des politiques environnementales. C'est le citoyen ce soir dans toute sa plénitude. Didier Ninkwa, bonsoir, bienvenue. Bonsoir M. Rim, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs. Je vous félicite d'emblée parce que vous arrivez là comme un levain dans une campagne qui paraît un peu terne. J'espère que d'ici là, la moutarde prendra et la température va monter. Je suis très heureux de partager ton éclectique plateau avec d'autres intellectuels et puis avec le peuple souverain. Je reste avec vous justement pour rentrer de plein-pied dans cette première édition de Au cœur du peuple avec cette question: que représente en réalité pour vous, et quand je parle de vous, je parle des Camerounais notamment que vous suivez au quotidien, que représente en réalité cette présidentielle 2025? Bon, nous qui sommes très proches de la population, parce que nous travaillons sur des questions existentielles, parce que les questions qui concernent l'environnement, le climat, la santé, c'est des questions de base, c'est des questions existentielles, comme je l'ai dit tantôt. Ces populations aujourd'hui veulent le changement. Voilà le mot-clé. Nous voulons le changement. On n'a pas accès à l'eau potable, nous n'avons pas accès aux logements sociaux, nous avons des problèmes d'assainissement solide et liquide, nous avons des problèmes de sécurité, nous avons des problèmes d'emploi, de santé. Nous, on veut le changement. C'est le mot passe-partout aujourd'hui. Nous, on veut le changement. C'est vrai que je ne partagerai pas le slogan de M. l'évêque de Yagoua qui a dit, même si c'est le diable, on prend d'abord. Mais je comprends l'exaspération parce que un évêque, c'est quand même quelqu'un qui est très proche du bas peuple. C'est l'expression d'une certaine, je sais comment je vais appeler ça. Il a été obligé de se lancer là comme ça. Mais je ne partage pas parce que je ne voudrais pas qu'un diable s'installe au palais des Touzi, même si c'est juste une façon de parler. Bref, les populations veulent le changement. D'accord. Qui dit changement dit forcément mutation d'une situation à une autre. Mais avant de passer à cette mutation, il faut justement analyser la situation actuelle. Et vous qui travaillez dans un secteur prépondérant, notamment dans le climat économique, quel est pour vous l'état des lieux de l'économie camerounaise, touchant pas les entreprises forcément au sens premier du terme, mais surtout les populations? Bon, alors le thème changement, pour moi, il est un peu... Quand on l'évoque, on a tendance à parler du changement de gouvernants ou de gouvernance. Je pense que le mal est plus profond que cela. On voit souvent des comportements qui ne peuvent pas être dus à la gouvernance seulement. Donc nous avons un changement radical, nous avons besoin d'un changement radical. C'est-à-dire que le citoyen camerounais est devenu le reflet de ce gouvernement qu'il veut changer. On a des comportements qui sont inexplicables pour des personnes qui veulent ce changement-là. On a des comportements qui sont parfois contributeurs de notre situation précaire. Aujourd'hui, quand on regarde l'économie, je pense que le Cameroun est un pays béni par son sous-sol, son sol et ses hommes. On a une richesse inestimable. Je discutais encore avec un ami de la diaspora d'un autre pays qui disait que si nous avions le potentiel que vous avez, on serait très, mais très loin. Alors,
Dans les ressources humaines, nous disons généralement qu'un pays a besoin de contribuer au relâchement du potentiel de son peuple. Et si le peuple relâche son potentiel, alors il y aura une symbiose, une synergie qui va amener au développement et à la croissance. Donc, le changement des mentalités. Parce que même si on a un changement au niveau des institutions, si nos mentalités restent telles qu'elles sont, ce sera difficile. C'est pour ça que j'ai tendance à dire, il a dit tout à l'heure qu'il ne veut pas un diable, mais parfois j'ai envie de dire qu'on a besoin de tyrannie positive pour qu'on arrive à ce changement, ce retravail. Alors Est-ce que dans la situation précise, on va reprendre l'allégorie du poète qui dit que le diable c'est les autres? Bon, est-ce qu'il s'est métastasé justement dans pratiquement tous les strates de la société? On va dire que nous méritons, comme on dit, nous méritons les gouvernants que nous avons parce qu'ils sont le reflet de qui nous sommes. Les éléments fondamentaux d'un peuple, on va parler de la santé, la sécurité, l'éducation. Quand on regarde ces éléments-là, avant d'arriver à l'économie, la liberté et tout, quand on regarde ces éléments-là, on se rend compte que parfois nous sommes, quand on parle d'insécurité, parfois nous sommes le bourreau de nos frères. Et on est à l'aise avec. On est dans des situations où on parle de corruption, de corrompus, de corrupteurs, mais on est à l'aise avec ça. On est à l'aise avec le fait qu'on désobéit aux lois parce qu'on se dit qu'on a le droit de désobéir. Donc le changement, pour moi, va dans le sens où nous devons déjà avoir, comme on fait souvent dans les séances de coaching, une bonne prise de conscience. Ma peur et ma crainte, c'est que depuis que j'entends les discours et tout, les gens ne font que indexer. Et oui, les autres là ne doivent, les autres et tout. Je pense qu'il faut qu'on ait quelle que soit la personne qui sera président, il faut qu'on ait de la retenue en se disant, est-ce que, oui, le changement est impulsé par le haut pour être catalysant, mais il y a un changement qui est impulsé par le bas. Et les événements d'aujourd'hui nous montrent que la situation économique n'est pas bonne, mais nous acceptons cette situation-là. La situation intellectuelle n'est pas bonne, mais nous acceptons cette situation parce que nous voyons des leaders qui n'ont pas le cran de dire ce qu'ils vont faire, mais qui sont dans des stratagèmes, et nous, le peuple, on est là, on regarde. On applaudit, on dit des choses et tout, mais personne n'est en train de nous dire clairement que voilà ce que nous allons faire. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Donc, sur le plan politique, déjà, je dis, c'est un flop. Nous sommes, si on regarde ces dirigeants-là qui sont là, on est en train d'aller droit dans un mur. Maintenant, on regarde la richesse que nous avons, parce que nous restons dans cette richesse-là. Le peuple camerounais, je le dis sans trembler, est l'un des peuples les plus intelligents au monde. C'est pour ça que partout où vous partez, dans l'étranger, j'ai eu la grâce de voyager un peu, vous allez trouver un Camerounais qui fait quelque chose d'extraordinaire. Je ne dis pas d'ordinaire, je ne dis pas de bien, je dis extraordinaire. Donc, on est bon dans cela. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va exceller, même dans le mal, c'est-à-dire dans la corruption, on est classé parmi les... Parce que quand le Camerounais dit qu'il fait quelque chose, il fait bien. Maintenant, si nous prenons cette situation-là, on se retrouve dans une situation où l'économie est à, on va dire quoi, à près de... Certains disent 51% dans l'informel. On est en train de vouloir aller dans... Mais on est vraiment dans l'informel, je pense à mon avis que c'est plus de 60%. Mais dans cet informel-là, chacun trouve son petit pain, son épingle. On peut manger avec 400, 300 et tout. Et on avance. Donc du coup, quand on dit qu'il faut se lever comme un seul homme, chacun regarde à ses intérêts et il tape. Et le politicien tape dedans. Donc voilà pour moi ce qu'on voit. On va dans l'école, même à l'école, les enfants sont dans un système où ils se disent « Je ne vais pas réussir par l'école. Je peux réussir, le sport montre que par le sport, je peux réussir mieux que... » On va justement attaquer ces deux autres domaines tout à l'heure. Voilà, donc du coup, quand on fait cet état des lieux, on ne sait plus quel est le repère de la représentativité aujourd'hui pour dire que le peuple, voilà le curseur, voilà ce qu'il veut, et que les gouvernants, voilà les gouvernants dont nous avons besoin pour arriver à ce que nous voulons. Donc vraiment, j'ai envie de dire qu'on est dans un marasme qui a besoin d'un dictateur éclairé. On va noter l'expression dictateur éclairé. Je pense que David Moukoudi nous expliquera un peu quelle est l'idée et comment on devrait comprendre justement l'idée de ce dictateur éclairé. Mais restons justement dans ce qu'a dit Coach Noël à propos du changement. Les Camerounais sont-ils préparés justement au changement qu'ils appellent de tous leurs voeux? Ce changement viendra-t-il du haut,
Ou alors devrait-il être implémenté par le bas, par la base? Alors, Monsieur Rim, je pense que le peuple camerounais, comme le coach l'a dit, il est intelligent, mais il est naïf. Il est naïf parce que on veut une chose... Les deux sont possibles dans la même... Oui. Sexualité est-elle possible dans une seule personne? Dans le sens où on a une intelligence de création, on peut créer, on peut faire beaucoup de choses. Mais lorsqu'il s'agit de s'auto-prendre en charge, ça devient problématique. On ne s'y investit pas, à proprement parler. On est tourné vers les logiques de l'acheter, puisqu'il est plus facile de dire que l'enfer, c'est l'autre qui me fait souffrir. Mon problème, c'est l'autre. Donc, si l'autre part, j'ai la solution. Je ne suis pas ici en train de dire qu'il ne faut pas que cet autre-là parte. Mais que cet autre parte avec tout son sens, c'est-à-dire tout le système qui a été construit, que cela soit mis à la poubelle, comme la poubelle qui est construite dans nos villes, dans nos rues, de façon permanente, qu'on puisse jeter complètement ce système-là. Mais après, le peuple devrait lui-même commencer par chercher à savoir quel est mon investissement derrière. Qu'est-ce que je mets en place pour que ce changement-là puisse suivre et prendre? On a toujours chanté le changement, mais est-ce que nous avons planifié le changement? On a toujours chanté le changement. Si ce changement vient, comment on l'implémente? C'est ça la plus grosse problématique aujourd'hui. Donc, le peuple devrait travailler aujourd'hui. On est en pleine période électorale. Le peuple ne connaît pas, à proprement parler, quel est le programme de chacun de nos candidats. Le peuple ne sait pas. Ou alors, on a même nos candidats qui ne sont pas en train de rendre digeste et compréhensible leur programme, ben, vendent plutôt les louanges de chacun de leurs candidats. Le candidat le plus jeune n'est pas le candidat nécessairement qui va implémenter une bonne solution de changement. Le candidat le plus vieux l'est encore moins. Ben, qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour résoudre des problèmes sociétaux factuels, pour résoudre des problèmes de guerre, pour ramener un système éducatif fiable et opérationnel? Ça, ce sont des questionnements que le peuple devrait se poser et se rapprocher ou alors interroger, n'est-ce pas, nos différents candidats, afin que ces derniers puissent leur faire comprendre ou les éclairer clairement sur qu'est-ce que nous allons implémenter de façon concrète sur le terrain lorsque nous vous parlons de changement. Avez-vous l'impression qu'ils en ont véritablement conscience? C'est de loin à observer aujourd'hui la mouvance. On est plus dans l'émotion. On est plus dans l'émotion que dans du concret. Et rapidement, le politique, il a saisi cela et il essaye de surfer dessus pour rapidement se positionner. Incroyable. Alors, on parlait de dictature éclairée. Je sais que vous, un monde à venir qui parlait de démocratie, de bonne gouvernance, avec vous, on va aborder justement cette question de démocratie. Est-ce que le Cameroun, à travers cette présidentielle 2025, joue sa crédibilité démocratique à la face du monde? On sait que l'alternance est l'un des principes fondateurs, justement, de la démocratie. Est-ce que nous sommes en une année charnière qui pourrait nous faire basculer dans l'un ou dans l'autre camp? Il faut d'abord noter que c'est un oxymore de parler de dictature éclairée ou de dictateur éclairé, parce que la plupart du temps, le terme dictature a un contenu qui est lié à des éléments tels que l'obscurantisme, la violation des droits de l'homme, l'autoritarisme. Donc, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne partage pas son pouvoir, qui prend des décisions quand il veut, comme il veut. Il a le pouvoir de vie ou de mort sur tout le monde, la plupart du temps. C'est ça les éléments caractéristiques du dictateur. Quand on ajoute éclairé, derrière, c'est pour dire, bon, là, c'est quelqu'un qui a tous les pouvoirs, qui décide, il n'est pas obligé de consulter les gens, mais il le fait pour le bien-être de son pays, de sa population. Mais sauf que derrière ça, il y a toujours des conséquences, parce que c'est pas pour rien qu'on parle de dictature éclairée. C'est parce qu'on reconnaît en celui-là que il n'est pas l'obscurantisme total. La Libye de Kadhafi était-elle une dictature éclairée, à titre de comparaison? Quand vous regardez justement, c'est vrai que
quand on classe les meilleurs dictateurs éclairés, il n'entrait pas. Il vient peut-être en 5e ou 6e position, parce que je me souviens, il y a le président de la Turquie dans les années 1920-1930. Il y a également en Chine, qui avait aussi un dictateur éclairé dans les années 1980. D'ailleurs, c'est lui qui a impulsé tout le développement économique qu'on a à la Chine aujourd'hui. Donc, non, ça a porté, mais sauf que néanmoins, derrière, c'est les dirigeants qui ont aussi commis beaucoup d'actes qui étaient questionnables, qui étaient évidemment dénoncés parce que à chaque fois, il y avait des éléments, des actes de corruption. Au final, petit mal pour un grand bien, c'est vrai qu'on nous sommes dans la direction, mais on bien comprendre. En réalité, lorsqu'on est dans une démocratie, voyez-vous, les éléments de dictature ne devraient pas exister. Même si parfois, par extrapolation, on parle souvent de ce que la démocratie en elle-même, c'est la dictature de la majorité. Mais nous qui sommes les fidèles, qui nous accrochons à ce mode de gouvernance, de gouvernement, c'est que nous ne pouvons pas lier ces deux expressions, démocratie et dictature, parce qu'ils sont diamétralement opposés. Ou on est dans l'un ou on est dans l'autre. Parce que lorsqu'on est en dictature, on n'est pas en démocratie. Dans la dictature, on a les éléments d'autoritarisme, on décide quand on veut, comme on veut, de ce qu'on veut. On n'est pas obligé de consulter les autres, ce qui est totalement le contraire avec la démocratie. Et donc, l'élection présidentielle de 2025 entre dans un contexte qui vient également tester une fois de plus le niveau de démocratie que nous avons atteint au Cameroun ou que nous voulons. Et je pense que depuis que nous sommes au moins 1 an, notre niveau de démocratie avec cette élection présidentielle, je suis obligé de le dire, est testé et est mis en branle. Nous l'avons plusieurs fois vu. Si je prends simplement le cas récent de ce que dans certaines localités du pays, il y a certains sous-préfets qui se permettent de donner des injonctions aux citoyens en leur demandant, après avoir fait leur devoir citoyen, c'est-à-dire opérer le choix, voter le 12, on ne voudrait plus voir personne dans les bureaux et les centres de vote. Chacun doit rester chez lui, attendre le résultat. Incroyable. C'est incroyable parce qu'en démocratie, ça ne se fait pas. Parce que le citoyen, qui est, il faut toujours le rappeler aux gens, le souverain, parce que c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui est le détenteur du pouvoir. Et même dans la Constitution du Cameroun, on dit que c'est le peuple camerounais, dont l'ensemble des citoyens, qui détiennent le pouvoir souverain. Et ils en délèguent une partie à un moment donné pour un temps bien précis à une personne ou à un groupe de personnes. Et en tant que souverain, ils peuvent véritablement également retirer ce pouvoir à ce groupe de personnes ou à cette personne à tout moment, parce que c'est lui le souverain. Donc c'est quand même ahurissant de voir que dans un contexte démocratique, on arrive encore à empêcher un candidat à l'élection présidentielle de pouvoir se mouvoir, d'organiser ses meetings politiques. Vous l'avez vu tout récemment avec le cas du candidat du PCRN qui demande, et vous savez que lorsqu'on est en période électorale, on est dans un régime spécial où personne et rien ne doit empêcher le déploiement des candidats. Ça veut dire que si un candidat vient là, il demande à occuper le stade de l'école publique de Deido, mais le chef de Deido n'a aucune raison de le lui refuser. Parce qu'on est dans un moment spécial. Ce n'est pas un moment ordinaire comme d'habitude qui peut dire que non, c'est moi qui gère ça, donc je peux te refuser ça pour ton meeting ou pour ton meeting politique ou pour une réunion politique. Mais là, nous sommes en période de campagne politique, là, à la veille d'une élection présidentielle, donc tous les candidats ont le droit de se mouvoir. D'accord, donc on comprend que de ce moment-là, lorsqu'ils demandent des espaces, ça doit être accordé. Mais nous voyons ce qui est en train de se, ce que ce parti a subi tout récemment. Je ne vais pas revenir sur ce que les journalistes sont en train de subir actuellement, où on court le risque de ne voir aucun journaliste couvrir l'élection présidentielle, pour le simple fait qu'on est en train d'exiger aux journalistes de présenter
la carte de presse, de présenter l'accréditation obtenue auprès du ministre de l'administration territoriale, de présenter un badge obtenu au niveau de l'ECAM, encore que lorsque vous regardez ce guide, il y a des incohérences et des incompatibilités que on vous fait croire que vous pouvez avoir l'accréditation du MINAT, et si vous n'avez pas le badge de l'ECAM, eh bien, le président du bureau de vote peut décider de ne pas vous laisser venir. En effet, hein, autant des quand vous regardez ça, vous regardez de l'autre côté, le ministre de l'administration territoriale qui se comporte aussi comme si c'était lui le patron des élections au Cameroun, et pourtant la loi, le code électoral dit et stipule clairement que Elections Cameroun est un organe indépendant, et c'est cet organe qui gère l'ensemble du processus électoral. D'accord. D'où vient-il que le MINAT se retrouve en train de jouer le rôle de l'ECAM, allant parfois jusqu'à donner les injonctions à l'organe en charge des élections. Donc c'est les éléments comme ça, pris de manière spécifique, qui montrent que cette élection est en train de mettre en avant un certain nombre de dérives et de limites à notre démocratie au Cameroun. Un véritable test démocratique pour l'histoire politique de notre pays. Mais restons justement dans cette démocratie. C'est Jacques Brel, et je suis sûr que vous connaissez cette citation, qui disait « Mettez 10 philosophes d'un côté et 11 imbéciles de l'autre. Les imbéciles gagneront, c'est ça la démocratie. » À ce propos, est-ce qu'on peut dire que l'alternance, aujourd'hui, elle serait le facteur clé démontrant la vivacité ou la crédibilité de notre démocratie? Bon, Rim, tu me permets d'abord une digression par rapport à ces comportements, à ces mentalités que le coach vient de dénoncer. Vous savez, l'homme est le plus produit de son milieu. Entre l'homme, l'acteur et son environnement et son milieu, il y a toujours une relation d'interdépendance. Ça peut être le milieu de vie, l'eau, le sol, ça peut être le maire, le sous-préfet, le préfet, le gouverneur, le ministre, le président de la République. Donc, cette mentalité dont il décrit n'est pas une mentalité qui est née de façon ex nihilo. C'est une mentalité qui découle de quelque chose. En génétique, on dit que les mentalités sont des caractères acquis. Donc c'est le milieu qui façonne l'homme. Et pas inné. Voilà, il n'est pas inné. D'accord. Voilà, il n'est pas inné, c'est des caractères acquis. Et comme disait quelqu'un, l'homme est né bon, mais... La société qui le corrompt. Voilà, ça va de soi. Donc voilà, il se trouve aujourd'hui que le système politique, qui ne date pas de Pobia, qui date depuis 1960, ou bien même avant, ça dépend de là où vous placez le curseur, a tout fait pour fabriquer les hommes, pour promouvoir les intérêts individuels au détriment des intérêts collectifs, pour garder l'homme dans un prolétariat poussé, pour pouvoir le manipuler. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'homme camerounais a tendance à s'adapter. Je me rappelle un jour, j'avais dit que près de 90% des Camerounais se battent pour survivre. Le ministre Ketia Koutès m'a dit que non, j'exagère. Je dis que non, je n'exagère pas. Aujourd'hui, les gens s'adaptent à la vie. Les gens se battent pour survivre. Parce qu'en fait, lorsque vous vous référez, donc c'est des choses que n'aiment pas beaucoup, à des données, des informations, soit des institutions de Bretton Woods, vous êtes d'accord avec moi qu'un Camerounais, c'est rare de voir un Camerounais aujourd'hui capable de boire 5 litres d'eau potable par jour. C'est rare. Ça, c'est un indicateur clé qui vous montre qu'au Cameroun aujourd'hui, il faut être un élu de Dieu pour avoir accès à 5 litres d'eau potable. Un rapport onusien a fait état de 8 millions de Camerounais qui seraient sous le coup de l'extrême pauvreté environ avec moins de $2 par jour. Donc vous avez une ville comme Douala où vous avez le taux de décès d'eau, l'accès à l'eau publique de la Kanwata ne dépasse pas 30%. 30%, alors qu'ailleurs on a 80%. C'est très grave. Donc ça, c'est des indicateurs de pauvreté. Bon, je voudrais que tu me relances sur la question. Alors justement, puisqu'on parlait de démocratie, et la première, c'était justement l'état des lieux. Avant de revenir rapidement, Oui, je pense que dans la lignée de tout ce qu'on s'est dit là, et je voudrais renchérir sur ce qu'il a dit. Le terme dictateur est assez... il a évolué. Okay? Il a évolué. Il a évolué dans le sens de la gestion des affaires de l'État, de la société et
de l'individu. Il a beaucoup évolué. La définition que nous donnons là est une définition obsolète aujourd'hui? Ancienne, elle est obsolète. Okay. Le dictateur, c'est ce qu'on voit chez Donald Trump aujourd'hui. Aux États-Unis, il est un dictateur éclairé. Malgré les institutions américaines, on voit ce qu'il fait. Il rentre. Alors le premier trait d'un dictateur éclairé, c'est qu'il a un pouvoir absolu. Et on a besoin de quelqu'un qui a un pouvoir absolu dans ce pays. Qui va, et c'est pour ça, un pouvoir absolu, ça veut dire qu'il n'est plus sur le joug des institutions lourdes et fortes. On n'a pas besoin de ça. On va au Burkina Faso. Il faut que la personne qui vient ait à cœur de soigner. On a vu Jerry Rawlings au Ghana. Le Ghana est aujourd'hui, grâce à ce monsieur. Il est arrivé, il a dit, on met d'abord ces choses-là de côté. Ça va venir. Mais voilà où on va. Il y a plusieurs. Donc oui, il a les pleins pouvoirs. Les institutions sont là, mais ça ne pèse pas sur lui. Aujourd'hui, ce que nous constatons dans ce pays, c'est que les institutions sont... on parle du préfet, du sous-préfet. Non. Il y a quelqu'un qu'on regarde et c'est lui qu'on regarde. D'ailleurs, l'institution présidentielle, c'est que nous regardons un homme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on joue la carte de la personne, du candidat, au lieu du programme. Ça marche quand les choses marchent. Mais là, les choses ne marchent pas. Ça ne va pas. On marche là, on est arrivé ici, là, la poubelle partout, les choses, ça ne marche pas. Les institutions ne marchent pas. Donc, on a besoin de cet homme fort. Première chose, il n'y a pas d'homme fort au Cameroun. Il y a des gens qui profitent du système. La deuxième chose, c'est qu'il a une vision qui est à long terme. Ça veut dire qu'il vient, moi je disais que si j'étais président, la première chose c'est que je vais vendre le Cameroun aux investisseurs. Je me concentre sur l'éducation du peuple et je vends aux investisseurs. Etihad Stadium en Angleterre, ça appartient à l'Angleterre? Non, c'est les Qataris. Ils sont venus, ils ont construit en Angleterre. Le Paris Saint-Germain qui gagne aujourd'hui, qui a pu permettre au Paris Saint-Germain de gagner, c'est pas la France, c'est un autre pays. Mais ils ont été stratégiques, ils vendent, ok, mais ils gardent leur souveraineté sur le peuple, sur les affaires de l'État, les affaires de la population, l'éducation, la santé et tout. Donc, il a une vision à long terme sur où est-ce qu'il amène le bien-être, l'éducation, la santé, les infrastructures. Si tu ne peux pas construire, d'ailleurs, tous les marchés, on voit que c'est les étrangers qui viennent parce qu'ils ont le know-how et on ne fait pas le transfert de ce know-how-là. Donc, le dictateur éclairé va dire, vous venez, vous faites des choses et vous transférez. Le Japon s'est construit grâce au transfert du know-how. La Chine se développe grâce au transfert du know-how. Ils sont champions dans la détection. Et nous avons ce peuple intelligent qui peut le faire. Il nous faut un dictateur éclairé. La troisième chose, c'est qu'il a des politiques progressistes. Ce n'est pas quelqu'un qui vient il veut tuer. Non, il a des politiques progressistes qu'il met en place de manière à construire le bien-être de la population. Il a dit ça va faire mal, mais on y va parce que c'est la seule voie. Et quand on va y arriver, on va mettre les institutions. Aujourd'hui, quand on va au Ghana, on arrive à Accra, on oublie qu'ils sont partis de loin. À Accra, tu jetais quelque chose au sol, on t'attrapait, on te fessait public. Ça rentrait. Aujourd'hui, on voit des gens qui conduisent, ils voient le feu, le feu ne marche pas. Et puis tu lui dis que même, il dit, fous-moi le camp. Le bensikina qui est en train de rouler là et tout, on dit que, hey, pim, pim, il est sur la moto, en danger, toi tu es derrière lui. Tu dis, pim, pim, il te fait ça. Saute comme ça, ok? On est dans ça. Il nous faut cette dictature-là. Ça va redresser. On est à Roissy-Charles de Gaulle. Tous les Camerounais qui sont dans les rangs, ils sont en rang. On arrive à l'aéroport de Douala, les gens commencent à insulter, à parler n'importe comment. C'est pas le gouvernement qui fait ça. Si on a cette dictature éclairée, les gens ne vont plus faire ça. Tu fais ça, on te fine, comme on dit. Et tu vas te mettre en rang. Donc, je pense que il ne faut pas regarder ce thème-là comme il ne faut pas avoir peur. On est au niveau où on peut pas aller plus bas. Donc, il faut maintenant, parce que tu peux pas aller plus bas, mais tu peux rester en bas toute ta vie. Il faut que on se relève. Et dans ce que nous voyons là aujourd'hui... Tu vas me remettre ma parole. Hein. Bien sûr. Dans ce que nous voyons aujourd'hui, il faudrait qu'on reprenne donc cette main-là. Et nous, en tant que les leaders, en tant que des enseignants, en tant que nous jouons un rôle. Moi, je dis toujours, je suis prêt. J'ai mis mes godasses et tout, je suis prêt. J'attends la personne qui va nous dire que on y va. Moi, je suis technocrate, je ne suis pas politicien. Et on sait comment on fait ça. Voilà. On sait, et quand il le dit, il a parlé de l'être humain, de son vie, de son environnement et tout. Je pense qu'on construit l'homme que nous voulons. Et nous avons les techniques pour construire la mentalité, le mindset des gens. On sait le faire. Mais il faut qu'on crée les conditions pour le faire. Et pour le faire, il faut donc que le politique prenne la main
pour dire this is where we are going. Et là, on aura cet élément-là. Donc, je dis d'accord. Cette fois-ci, en politique assez éclairée. Alors, la question, justement, c'était ça. Dans cette idée de peut-être transmutation de nouvelles pratiques démocratiques, est-ce qu'on devrait tout accepter? Je disais à David Moukoudi tout à l'heure, qui ne me démentira pas, que l'alternance fait partie de ces indicateurs de démocratie. L'un des indicateurs. Mais sauf que notre démocratie, est-ce que c'est une panacée? Notre démocratie souffre de deux mots. Le premier mal, c'est que notre démocratie est unijambiste. I like that. Deuxièmement, c'est une démocratie censitaire d'argent. Unijambiste, parce que la démocratie est construite sur deux piliers fondamentaux. La légalité et la légitimité. La légalité, c'est le respect des lois qu'on s'est données. C'est-à-dire, on dit qu'il y a la Constitution, vous respectez la Constitution, c'est pour tout le monde. Le code électoral, vous respectez. Les droits de l'homme, vous respectez. Les droits de liberté, vous respectez. Ça, c'est la légalité. La légitimité, c'est vrai que c'est une expression polysémique, mais ce que moi je sais, ce qu'on m'a appris dans les questions de développement durable, la légitimité, c'est quoi? C'est la justice, c'est la moralité, c'est l'éthique, c'est la solidarité, c'est la culture d'altérité. C'est ça la démocratie. Parce que quel que soit l'endroit où on est dans le monde, la démocratie a la même définition. Bon, maintenant, certains cherchent à l'adapter à leur contexte pour des raisons peut-être de perpétuation du pouvoir. Et ça m'amène à rentrer dans la deuxième définition. Notre démocratie est une démocratie censitaire, c'est une démocratie de bourgeoisie. Moi, je n'aime pas la démocratie populaire, la rue, non. C'est une démocratie de bourgeoisie. Et là, j'ai suivi un candidat hier, dans une chaîne concert à vous, dit que s'il est élu, tout ce qu'on a comme 30 millions de caution, 1 million de députation, il va balayer tout ça. Pour que tous les Camerounais soient égaux au moment où il faut solliciter les suffrages. Et je suis pour. Moi, je suis contre le fait qu'on dise qu'il y a 80 candidatures à la présidentielle, alors que nous sommes 30 millions. Il devrait y en avoir combien? Même plus. Un peu plus? Même plus. Maintenant, il faut mettre en place. Non, il faut mettre en place parce que lorsque vous regardez l'histoire de ce pays, les premiers députés dans ce pays étaient des infirmiers. C'est vrai que vous direz que autre temps, autre mœurs, mais vous avez eu, moi je connais des préfets qui sont passés qui ont été d'abord instituteurs. Ils sont très nombreux. Les Chala Salé étaient des infirmiers. Rares étaient des médecins, comme Roland Mounier, qui faisait la politique. Ouniobe, le blanc Ouniobe était d'abord greffier. Il n'était pas un magistrat. Donc pour dire qu'il faut laisser la chance à tout le monde qui a à dire. Et notre démocratie censitaire nous a amené à ce que nous sommes aujourd'hui. Si vous n'avez pas une élection présidentielle, il faut mobiliser au bas 5 milliards de francs CFA. Si vous n'avez pas 5 milliards de francs CFA, ne tentez même pas. Dites que vous allez couvrir les 30 000 bureaux de vote, avec tout ce qu'il y a comme gadget, l'entretien des scrutateurs, de tous ceux qui vont contrôler le vote. Et ceux qui n'ont pas ces moyens, ne peuvent rien. C'est ça, malheureusement, le déficit lorsqu'on a conçu une démocratie de bourgeoisie. Vous comprenez? Donc, voilà les deux mots, comme je le disais tantôt, qui aujourd'hui plombent notre démocratie. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas être député. C'est un système de cooptation. Parce que tout là où il y a tout l'argent, vous avez un système de cooptation. Tous les partis politiques se comportent comme des partis uniques, où la base ne peut pas élire son représentant. La base élit son représentant. Au niveau du comité central, on fait des choix qui n'ont rien à voir avec les choix de la base. Et malheureusement, ça plombe la marche de notre démocratie. Vous l'avez dit. Les comportements innés et les comportements qui ont évolué. Il décrivait, Didier Yimkwa, le Camerounais sous des termes de conquérant. Il a dû s'adapter à son environnement parce que c'était soit ça, soit périr. Est-ce que ces comportements peuvent aller changeant pour devenir ou redevenir citoyen
de par eux-mêmes, ou alors il faut une contrainte notamment de cette dictature éclairée qui est le concept développé par le coach Benjamin Nwali? Alors, on est dans un contexte où on a des personnes qui dépendent essentiellement du système. Et le système ici, il a reprogrammé le mode de pensée en le centrant au niveau de l'estomac. Ce qui fait bien que ceux-ci, ils se disent, si je ne mange pas, je vais mourir. Donc pour exister, il faut que je mange. C'est d'ailleurs ce qui est mis en avant par un certain parti politique depuis un certain moment dans sa campagne. Vous avez mangé avec nous maintenant, pourquoi vous partez? Revenez, on mange. Donc, on a un peuple qui existe essentiellement par rapport à son estomac. Et donc, le système ou alors le mode de reprogrammation ne peut pas être ici, là, on va dire que autocrate. Il ne peut pas être programmé par l'individu soi-même. Il faut encore un stimulant extérieur. S'il n'y a pas de stimuli extérieur pour amener ces derniers à rejoindre, n'est-ce pas, une vision nationaliste, une vision intégriste qui sera pro-construction de la nation, ça, il sera quelque peu difficile que ces derniers-là puissent s'écarter du chemin qu'ils suivent déjà. Donc, c'est pourquoi moi je partage quelque peu la vision du coach. Un pays qui se veut développer dans un certain nombre d'années, il doit avoir déjà une vision. Il doit se penser. Et pour que ce pays soit pensé, il faut des personnes là qui sont prêtes à défendre leur vision corps et âme par rapport à leur nation. Que veut mon peuple du point de vue sécuritaire? Que veut mon peuple du point de vue économique? Que veut mon peuple du point de vue éducatif? Quelles sont les priorités par rapport à cela? Tant que les priorités ne sont pas définies, tant que les visions ne sont pas futuristes, si on reste toujours dans du superflu, on sera de façon permanente en train, n'est-ce pas, de faire dans des approches édulcorées et on ne se trouvera pas ici, là, en train de résoudre le problème qui est plus que fondamental. Le peuple a besoin d'évoluer. Le peuple a besoin d'évoluer dans un cadre sécuritaire, dans un cadre sain. Il a besoin, n'est-ce pas, lorsque je me lève pour aller à l'hôpital, que je puisse être pris en charge de façon systématique, sans embûche, sans qu'on ne soit en train, n'est-ce pas, de craindre que j'entre à l'hôpital, je vais au bloc opératoire et il peut avoir délestage, ou alors il peut avoir problème d'incompétence, ou même, est-ce que le gars qui a nettoyé les instruments pour qu'on m'opère maîtrisait la chose, ou on a oublié un instrument. Donc, il y a beaucoup de des problèmes élémentaires qu'on aurait pu résoudre si la vision était tournée vers un dictateur modéré, vers un dictateur qui a une vision de construction pour sa nation. Vision de construction pour sa nation, est-ce que cela suffira à changer les mentalités quelque peu rétrogrades que vous-même vous avez eu à observer? C'est Mugabe qui disait comment faire comprendre à un peuple que l'éducation est la clé du succès quand dans la société les diplômés sont au chômage et les truands sont des millionnaires. Est-ce qu'il suffira donc de changer le système pour revenir justement à ces comportements citoyens qui doivent bâtir la nation? Oui, évidemment, ça nous amène à ce qu'on disait tout à l'heure encore, même si je ne vais pas partager l'expression de dictateur éclairé, je préfère encore qu'on parle de dirigeants rigoureux, parce que quand je vois tout ça, je pense que c'est de la rigueur qu'il faut. Il faut un dirigeant, parce que tout ce qu'on a décrit là, vraiment, je ne pense pas que c'est antagoniste avec la démocratie. Au contraire, même quand on est en démocratie, on peut avoir un dirigeant rigoureux, sauf qu'il se trouve que chez nous, actuellement, on a un dirigeant qui s'aide à penser à la rigueur et à la moralisation, mais qui plus tard, ça l'a rattrapé, parce que c'est aussi ça la réalité, parfois de prôner les concepts qu'on n'est pas capable de développer. Encore que quand on prône un concept, on doit pouvoir s'entourer d'une équipe qui va nous accompagner dans cela. Donc je pense que le travail de
Cette rigueur-là peut-elle être implémentée sans la coercition, sans la peur du bâton? Est-ce que c'est possible? Non, mais si je vous disais que c'était possible, je vous mentirais. Justement, est-ce qu'on ne tombe pas donc dans le concept des dictateurs éclairés? Non, pas jamais, parce que, vous savez, la théorie du bâton et de la carotte, c'est pas forcément la théorie de la dictature ou de la dictature éclairée. C'est tout simplement, comme on a l'habitude de le dire, qui aime bien châtie bien. Même vous-même à la maison, il vous est permis de temps en temps de corriger votre enfant. C'est pas pour autant que c'est vous qui allez décider éternellement de ce qu'il doit manger, de comment il doit s'habiller, de quel type de copine il doit chercher. Parce que justement, en démocratie, même éclairée, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que celui qui est là comme le leader, et si vous avez des mauvais leaders, parce qu'il faut aussi le dire, vous pouvez être en démocratie, en dictature éclairée, et que celui-là, c'est un mauvais leader, c'est-à-dire quoi? Il est nourri par l'esprit que, ok, comme je suis le guide, je suis éclairé parce que je prends les bonnes décisions pour mon peuple. Je pense que c'est la mort qui doit m'enlever. C'est juste à ce que je meurs. Il n'y a personne vraiment qui peut faire mieux que moi. Et du coup, pendant qu'il y est, lui-même, il ne pense pas à ce que qui est de la relève, qui travaille à ce qu'il y ait des personnes qui vont venir le remplacer, qu'il y a quelqu'un qui va le remplacer plus tard. Non, il se prend pour un dieu ou pour un demi-dieu. C'est ça souvent le corollaire de la démocratie, je veux dire, de la dictature apaisée. C'est que celui qui est là finit par penser que il est Dieu pour les hommes. Et si vous n'avez pas un peuple assez fort pour dire, oui, ben, nous reconnaissons les bonnes idées que tu as pour nous. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas penser que tu as la science infuse, que si tu n'es pas là, rien ne peut marcher. Nous pensons que tu as déjà mis les bases, tu as jeté les bases, tu as construit quelque chose, et à un moment donné, tu dois être capable de dire, j'ai construit quelque chose de durable, de solide, il est temps de laisser quelqu'un d'autre pour continuer avec l'œuvre que j'ai commencée, pas forcément que je meure au pouvoir. Évidemment, c'est pour ça que vous allez entendre beaucoup de personnes vous dire qu'au Cameroun, bien qu'on est en démocratie, certains vous disent que oui, on est en démocratie, mais attention, nous avons quelqu'un qui, au pouvoir, qui ne reflète pas forcément tous ces éléments de démocratie, parce que quand on fait une analyse de la situation, on a l'impression que sans lui, ou il pense que, ou les gens qui sont autour de lui pensent que sans lui, rien ne peut évoluer. Et donc, il faut qu'on attende que ce soit la nature qui le rappelle. Et dans ce contexte-là, c'est un peu compliqué parce que souvent, ce à quoi ce genre de personnes ne pensent pas, c'est que quand elles vont partir naturellement, qu'est-ce que ça va devenir derrière? Mais ça va devenir la jungle. Parce que ça sera la guerre, ça sera la bagarre. Chacun va vouloir être ce dictateur éclairé qui doit prendre le pouvoir et ça va bagarrer dur. Parce qu'il faut que tu démontres que tu es le dictateur éclairé, c'est-à-dire que tu n'as foi, tu ne recules devant rien. Un monde de prédateurs où la loi du plus fort prédominera. Va prédominer parce que les gens vont se lancer dans des batailles assez rudes pour pouvoir prendre le pouvoir, s'accaparer du pouvoir et que lorsqu'ils seront là, c'est là qu'ils vont commencer à implémenter des idées pour le bien-être de la population. Donc vous opposez donc à dictateur écléré un leader. Donc vous opposez à dictateur écléré un leader rigoureux. Je pense qu'il faut un leader rigoureux parce que c'est ce que l'exemple qu'il a pris avec les États-Unis. Vous sortirez par là. Quels sont les éléments que vous mettez à disposition de ce leader rigoureux pour qu'il réussisse à faire régner l'ordre dans une situation où le mal s'est métastasé du fait des conditions. Mais c'est ce qui marche aux États-Unis. Donald Trump peut-être, il a voulu dire que c'est un dictateur éclairé, mais je tiens à vous rappeler que les institutions fortes qu'il y a aux États-Unis empêchent à Donald Trump de ne pas faire un bon nombre de choses. Il faut savoir que lorsqu'il a arrivé, il a un peuple qui est civilisé. Il a un peuple qui est civilisé, c'est vrai. On en est encore très loin. Oui, c'est pour ça que je dis que... Il a une société civile active. C'est pour ça que malgré ça,
il fait ce qu'il veut. Non, il ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Non, il ne fait pas ce qu'il veut. Je vais vous prendre un exemple pour démontrer que... Je vais vous prendre des exemples. Le monde est outré quand on regarde les États-Unis aujourd'hui. Le monde est outré. Lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir tout récemment, il y a moins d'1 an, vous savez qu'il a supprimé l'aide américaine au développement dans le monde entier. Vous avez vu ce que ça a créé. Et il y a les institutions judiciaires, l'appareil judiciaire aux États-Unis qui s'est mobilisé. Et vous savez qu'il est revenu sur sa décision dans plusieurs pays, sur plusieurs domaines, par rapport à cette aide au développement que les États-Unis. C'était sa politique. Non. Vous ne dites pas que c'était sa politique. Je vous apporte un élément. Non, ce n'était pas sa politique. Non, ce n'était pas exactement sa politique. Vous n'étiez pas son président de campagne. Je suis les élections. Je suis le programme. C'est rien que je suis sur le plan. C'est rien que je suis sur le plan de sa psychologie, même en tant qu'entrepreneur. Il gère les États-Unis comme une entreprise. Je ne dis pas non, coach. Avec son programme de campagne qui était Make America Great Again. Donc c'est exactement ça. Il est c'est ça le dictateur éclairé. Je gâte tout, je tape un pied et ensuite ça se reconstruit dans mes conditions. C'est ce qu'il fait dans la plupart. Donc il remet des choses. Coach, je suis désolé, il faut savoir et il faut le comprendre. Il ne l'a pas fait de gaieté des cœurs. Si. Non, il n'a pas fait de gaieté. La politique, c'est la stratégie. C'est exactement ce qu'il voulait. C'est justement ça que on a longtemps fait croire. Qui a fait croire aux Camerounais? Non. Qui On a longtemps fait croire au Cameroun que nous ne pouvons pas avoir un dirigeant qui soit rigide, qui soit strict, qui soit rigoureux sur un certain nombre de choses, sur sa gouvernance. Parce que le président actuel, s'il était véritablement rigoureux, comme lui-même il a dit, je vous dis qu'on n'en serait pas là. On en est là parce que justement, à côté de sa rigueur et sa moralisation, il a mis quelque chose d'autre qui est quoi? Le libéralisme. Et même l'impunité. Il a mis le libéralisme. Aujourd'hui, c'est le libéralisme là qui prône. Puisqu'on est en train de faire une comparaison avec Trump, il a limogé de façon abusive le directeur du FBI qui avait des enquêtes contre lui, notamment sur le dossier Epstein. Le FBI qui est censé être une entreprise, du moins une organisation fédérale qui prône l'égalité et la justice. Et ça veut dire qu'il est dans son jardin et il remodèle les États-Unis à sa guise. Non, il faut savoir qu'il y a des prérogatives constitutionnelles qu'on reconnaît et qu'on donne à un président de la République jusqu'où il peut aller et jusqu'où il ne peut pas aller. C'est ça j'allais dire la beauté de la démocratie. Ce n'est pas forcément du laisser aller, ce n'est pas du désordre. Contrairement à ce que les gens pensent que la démocratie c'est le désordre, c'est le laisser aller. Non, la démocratie pose des limites. C'est-à-dire qu'autant on vous donne un pouvoir de faire un certain nombre de choses, on vous dit votre pouvoir à tel niveau peut se limiter pour faire des choses. Vous serez obligé d'avoir l'accord ou l'assentiment de telle autre institution ou organe pour pouvoir continuer. D'accord. C'est la même chose. On sort de cette première phase. On sort de cette première phase avec nous avons au Cameroun. Et donc je sens en disant que effectivement nous avons besoin des leaders qui vont venir remodeler la société, qui sera rigoureux quand il faut sanctionner, qu'il sanctionne, quand il faut apaiser, qu'il apaise. On n'a pas forcément besoin du leader qui fera l'oppression, qui prendra les décisions à coup de tête sans consulter personne. C'est-à-dire que quand ça la chante, il prend la décision. Quand ça capote, il revient sur sa décision et il va vous expliquer que c'était sa stratégie. Non, on a besoin que, bien qu'il soit rigoureux, il doit pouvoir consulter son peuple parce que de toutes les façons, le peuple est le souverain et c'est lui qui a le dernier mot. Et à partir de ce moment-là, aucune autorité ne peut résister à la souveraineté du peuple. Et c'est cette constance qui me caractérise, qui me fascine. Vous êtes en plein dans les principes de bonne gouvernance et de démocratie. On peut l'entendre alterner la ruse et la rage dans le système de gouvernement. Alors, rapidement, oui, rapidement. 30 secondes. Ce que je vais dire, c'est que moi, je suis un bantou. J'aime ça, j'aime dire ça. D'accord? Le système africain et notre façon de vivre, j'ai envie de dire, on s'en fout de la démocratie.
On s'en fout. Pourtant, nous en sommes les précurseurs. Allez, on va pas faire un débat. Nous en sommes les précurseurs de la démocratie. Nous ne sommes pas les précurseurs. Quand on regarde les épopées des Sundiata Keita, la démocratie est née en Afrique. Bien sûr, elle est en Afrique. C'est la conception de. Non, j'ai envie de quoi. Ne rentrons pas dans ce débat. Prenons nos chefferies. Quand on regarde les chefferies qui fonctionnent au Cameroun, qui fonctionne au Sénégal, qui fonctionne. Et c'est même là-bas qu'on a expérimenté la démocratie. Non, ce n'est pas la démocratie. C'est là-bas que la démocratie est née. On est dans le chefferie. Non. Quand on regarde la structure de nos chefferies, vous avez le chef qui a les notables, les notables qui ont les chefs de village, qui ont les chefs de famille, qui ont les chefs de clan. C'est des règles qu'on respecte. Non. Le chef de famille se concerte avec sa famille, il prend des décisions, il vient défendre son foyer, j'aime quand on dit ça. Avant d'arriver chez le chef. J'aime quand on dit ça parce que... Permettez qu'il aille jusqu'au bout. Oui, je vais jusqu'au bout parce que tout ce qu'on est en train de décrire là, c'est exactement la fonction du dictateur éclairé. Parce que il y a la notion, c'est que vous êtes en train d'oublier dans la démocratie, qui n'existe pas dans nos chefferies, c'est qu'on est chef par le sang. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas de, on a choisi. Tu sais que tu seras le prochain roi parce que ton père était roi. Et ça, seulement ça détruit tout argumentaire de démocratie tel que conçu. Il y a un choix parmi les enfants. Non, allons-y jusqu'au... Si vous voulez qu'on entre dans l'histoire... je ne veux pas rentrer dans l'histoire. Mais justement, je dis que cette conception aussi... Et ce que je voudrais dire... Nous avons les chefs élus. Ce que je voudrais dire... Parce que c'est les autres... Ce que je voudrais dire, c'est que... Il ne faut pas dévoyer et détourner la définition, c'est moi qui ai cité, de dictateur éclairé. Ce que vous êtes en train de dire depuis, c'est quelque chose qui existe. Non, elle n'existe pas dans le jargon que j'ai utilisé. J'ai pris une posture et je suis en train de... Il faut comprendre la posture pour qu'on arrive à évoluer. On n'est pas dans un amphithéâtre, parce que moi, en tant qu'enseignant, si j'explique dans un amphithéâtre, et c'est ça qui nous amène où nous sommes aujourd'hui. Les gens élaborent des théories, disent des choses et tout, ça ne marche pas. Au Cameroun, un dirigeant rigoureux, ça ne veut rien dire. C'est quelqu'un qui jette de la poudre aux yeux des gens. Il faut un homme fort. Il faut, parce que quelqu'un a dit qu'il faut des institutions fortes pour, quand ça ne va pas, il faut un homme fort. Et c'est ça qu'on voit au Burkina Faso. Quand je regarde ce que ce monsieur est en train de faire, il y a de la peur, il y a tout ça là, mais il est en train de mettre en place, de redonner au peuple son pouvoir, puis il va partir. De toute façon, il ne part pas de lui-même, la mort le fera partir. Mais ce que je veux dire, c'est que il est au moins en train de retracer, redéfinir, redorer le blason du pays, jusqu'à ce qu'un pape arrive à le citer en exemple. Ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui est en train de faire quelque chose, mais avec la force, parce qu'à ce moment où nous sommes ici, comment expliquer que quelqu'un vienne avec les ordures, il se lève la nuit de chez lui, il part jeter ça chez le voisin? Comment on explique ça? Pour que cette personne change, et quelle rigueur va l'amener à changer? Qu'est-ce qui va empêcher de sanctionner on ne peut pas sanctionner avec le système actuel. Le dictateur éclairé, non. Attendez, David, attendez. Et c'est ça, le débat qu'on est en train d'avoir montre qu'il faut une dictature éclairée. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un se dise, tais-toi. Moi, je t'aurais dit, écoute, tu te tais, je parle. Et je me serais pas tais. Non. Dans la dictature éclairée, non, ce n'est pas dans le désordre. Parce que le dictateur, le dictateur éclairé, commençons à le dire. Qui peut renverser ce général-là? Non, mais pour renverser quelqu'un. Non, mais qui peut le renverser? Ce que je veux dire, c'est que... Je ne veux pas que ce soit un débat. Il a renversé quelqu'un. Ce que je veux dire, c'est que quand on regarde, on prend un peu, dictature éclairée, je peux prendre un exemple. Le port autonome de Douala, d'accord? Ce monsieur, pour qu'il arrive à faire ce qu'il est en train de faire, et on apprécie et on dit des choses extraordinairement positives par rapport à lui. Et il n'est même pas dans le fond de sa pensée. Il a fallu qu'il soit un dictateur. Non, il a fallu. Laissez mes mots, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Permettez que je modère. Lui, il a envie d'être un dictateur éclairé. En fait, c'est ce qu'il a envie. Sauf qu'il utilise les termes. Les termes que nous utilisons, rigueur, moralisation, tout ce qu'on a dit là, ça ne marche pas. Tu dis à un enfant moral. Regardons ce que nos jeunes chantent. Quand on écoute les musiques aujourd'hui, on a des jeunes qui censurent ça.
Dans une dictature éclairée, on va dire que à partir de maintenant, on ne veut plus entendre si on doit. La démocratie va dire que non, laissez les gens s'exprimer. Et on doit dire ce qu'on pense. C'est le règne de l'impunité. Non, c'est ce que je vais dire. Non, c'est pas le règne de l'impunité. Ce n'est pas le règne de l'impunité. Alors que la démocratie, c'est pas le dictateur éclairé commence par le fait qu'il a une vision, comme il disait tout à l'heure, claire sur où est-ce qu'il est en train de mener son pays. J'ai bien dit éclairé. Quand on a vu Jerry Rawlings qui venait, qui a développé, le Ghana est ce qu'il est aujourd'hui, grâce à ce monsieur-là, il a regardé toute la décrépitude du pays et il s'est dit, je prends les rênes du pouvoir et je vais y aller. C'était un coup d'État, d'accord, parce que c'est comme ça. Au Gabon, il y a eu un coup d'État. On regarde ce que le président gabonais est en train de faire. Mais il a instauré la démocratie avant de partir. Ce que je suis en train... Il a instauré la démocratie, mais il a d'abord été dictateur. Il a fouetté les gens, il a fait fouetter les gens. On donne les coups. Donc aujourd'hui, on doit être dans un... voilà ce que la démocratie donne. Quelqu'un a volé des milliards, on le met en prison, mais il a toujours ces milliards. Parce que la loi interdit d'aller saisir ses biens et tout ça là. Non, le dictateur, c'est que le dictateur éclairé va venir. Il va dire que voilà ce qu'il faut faire. C'est nous qui refusons de récupérer notre argent. La justice donc marche dans ce système-là, parce que les piliers de la démocratie. Mais je pense que moi, ce que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, le débat que nous sommes en train d'avoir montre que on n'est même pas prêt. Donc, il faut que quelqu'un vienne avec cette vision claire de ce qu'il veut en tant que leader du Cameroun d'un lendemain meilleur. Il regarde les fondamentaux, il vérifie la pyramide. Et je pense que ce dictateur éclairé est quelque part. Il va arriver. Parce que l'état dans lequel nous sommes a besoin de ça. Des gens qui ne vont pas... Les contre-pouvoirs. Je fais comme ça, je sais que j'utilise l'institution pour bloquer telle personne. Et on se regarde là, chacun bloque là-bas et tout. On est où? Il faut que quelqu'un arrive et dise, écoutez, je mets d'abord ça à plat. Voici ce que nous allons faire. Voilà comment nous allons le faire. Toi, tu es ici, toi, tu es là, toi, tu es là. Et puis, on y va. La plupart des équipes qui gagnent, des équipes championnes et tout, on va voir qu'il y a eu, pas la rigueur, mais la solidarité autour d'une personne qui va venir et qui va faire ces choses. Quand on regarde, si on prend le football, le Paris Saint-Germain pour qui gagne, il a fallu que le coach arrive avec des méthodes bizarres qu'on n'acceptait pas parce que tu as les joueurs et tout. Il y a l'institution du coach qui vient, qui dit que voilà ce que moi je veux, voilà comment je veux et tout. Ils sont arrivés, ils ont gagné. Donc moi je pense que nous devons arriver à un stade où peut-être que le dirigeant rigoureux qu'il est en train de dire revient à ce que moi j'entends par dictateur. Mais les expressions mais j'ai en train de voilà, j'ai en train de dire qu'il nous faut avoir quelqu'un qui dit voici où nous allons. Dans un cadre juridique. Et je sais, le cadre juridique est là. Il est déjà là, sauf qu'il ne marche pas. Oui, passons là. Les impunités, je prends le téléphone, je te fais du mal, j'appelle une relation. Oui, parce que nous sommes dans un environnement de raison. Non, mais dans le droit, dans une société anomique. D'accord, messieurs. Allez, on va s'arrêter là. Ils utilisent le droit. Merci beaucoup. Je pense que les idées des uns et des autres ont fusé. Et c'est bien, hein, c'est bien que cet échange ait été aussi éclectique pour permettre aux uns et aux autres de comprendre peut-être toute la portée des défis majeurs et enjeux réels de cette présidentielle 2025. Et on l'aura compris, c'est plus qu'un changement de système à la tête de l'État qu'il faudra. Il faudra également un changement même de la pensée élitiste au sein de la base de ce peuple-là. Maintenant, les méthodes pour y arriver, est-ce qu'il faudra un dictateur éclairé ou un dirigeant rigoureux? Vous avez la parole et le pouvoir, vous, peuple souverain. Et d'ailleurs, dans la seconde partie de notre émission, on vous donne la parole dans un temps libre. Rappelez-vous, on ne vous impose pas de taire des choses pour plaire, mais on vous recommande de ne rien dire pour nuire. C'est dans notre deuxième partie de l'émission, c'est le sondage. Douala 5, c'est là où nous avons tendu nos micros et ouvert nos caméras aux populations de cet arrondissement et la question ou les questions qui leur ont été posées tournent autour justement de notre thématique. Qu'est-ce qu'ils attendent réellement de la présidentielle 2025? Est-ce qu'ils ont des cas d'électeurs? Qui sont les candidats qu'ils voudraient voir arriver au sommet de l'État? Voici quelques-uns ou le condensé justement de leurs réponses au micro de Jean-Gemin Yetna et André-Marie Kitio. Là encore, c'est certainement un élément que nous aurons tout à l'heure. Je vais prendre pour l'heure quelques messages, tout en précisant que l'antenne est d'ores et déjà ouverte pour vous à la maison. Si vous souhaitez, et c'est totalement
inédit. Si vous souhaitez participer à cette émission par voie d'appel, c'est-à-dire en ligne directe, vous pouvez tout simplement composer le numéro que vous voyez affiché au bas de vos petits écrans ou alors sur vos smartphones si vous utilisez la voie numérique, la voie digitale. Alors, est-ce que l'élément est prêt? S'il n'est pas encore prêt, on va prendre quelques messages. Bonsoir le plateau, le peuple veut un souffle nouveau. Cabral Libye, candidat unique. Le peuple veut Cabral Libye. Je n'ai plus rien à vous dire. C'est Steve depuis Etouyébé. Alors, lui, c'est peut-être un dictateur éclairé qui s'ignore. Allez, on va prendre cet autre message. Je rappelle au coach que M. Trump ment souvent. Il n'est pas toujours un exemple à suivre. Kagame est un dictateur éclairé. Voilà. C'est ça. Je pense qu'il a pris. Il estime qu'en termes de dictature éclairée, Kagame est meilleur que Trump. Bonsoir, chers frères. De manière scientifique, comment peut-on dire que les Camerounais sont les plus intelligents, mais ils sont incapables d'avoir la simple CNI en 2025, la simple eau potable, l'électricité, la simple route, la simple autoroute? Allons voir les routes au Rwanda. Et il fait une autre bifurcation à Abidjan parce que c'est François d'Abidjan qui nous écrit depuis Abidjan précisément. Alors, est-ce que notre élément est prêt? Descente à Douala 5, l'arrondissement, l'un des arrondissements de la ville éponyme. Voici ce qu'ils en ont tiré. Est-ce que vous avez une carte électorale? Déjà, depuis des années. C'est même pas cette année que je me suis inscrit. Vous avez une carte électorale, bien sûr. Bien sûr. Vous allez voter qui et pourquoi? Là, je ne peux pas vous déterminer. C'est à la dernière minute, en âme et conscience, je vais choisir un candidat. Oui, j'ai ma carte électorale. Vous allez certainement voter? Oui, effectivement. Je dois voter, je dois remplir les droits d'un citoyen. Alors, si ce n'est pas une discussion, vous allez voter qui et pourquoi? Nous tous on veut le changement. On vote pour le changement. Donc ce qui est sûr, c'est que je dois voter ma part de personne que moi je tiens en cœur. Nous avons beaucoup de problèmes de route. D'abord, qui nous menacent d'abord au Cameroun. Et aussi problèmes de ordures. Partout, dans les quartiers, dans les marchés aussi, qui nous menacent. Donc il y a aussi la santé aussi au Cameroun qui nous coûte trop cher. Est-ce que vous avez une carte électorale? Moi, je n'en ai pas, mais elle était perdue. Je suis arrivé là, ils m'ont dit de voter avec ma CNI que j'ai ici présentement. Ouais, je suis là comme ça pour ça, mais ils m'ont dit que je pourrais voter avec la CNI que j'ai là maintenant. Si c'est fait une inscription, est-ce qu'on peut savoir qui vous allez voter? C'est dans le cœur en tout cas. Vous êtes Camerounais comme moi. S'il faut énumérer, vraiment, je pense qu'on va écrire dans un livre. Et il y a trop à faire, trop à faire. Présentement, regardez en face de vous, regardez comment votre route est déjà d'un. De deux, pour aller dans ton village, tu payes combien? Peut-être 10 000. Pourtant, c'est quelques kilomètres. Bon, il y a beaucoup à faire. Je ne peux pas énumérer, c'est trop. Pas encore, j'ai fait ma part, c'est perdu. Et vous avez fait quoi pour voter? Je vais refaire l'autre. Il y a trop d'embouteillages là-bas, on va refaire, il n'y a pas de problème. Je suis venu avec mon grand frère pour récupérer pour lui. Pour lui, il a sorti, donc il attend. Vous allez voter qui? Ouais. Moi, ma part, si c'est moi, ma part, il doit voter ça, tu vois, ma Bakary. Ouais. Parce que? On veut le changement, la paix. Les routes sont gâtées, les hôpitaux, les malades. Donc, il faut le changement en 2025 au Cameroun pour que tout le monde soit heureux, ainsi que vous-même. C'est mon récépissé. Il y a beaucoup d'embouteillages. J'attends une opportunité. Je voudrais récupérer ma carte. J'ai mon récépissé avec moi. Attendez, je vais vous montrer. Question, vous allez voter qui et pourquoi? Je considère cela comme un bulletin de paie dans un lieu de service. Le salaire est secret, individuel. Il y a d'abord l'eau. On dit l'eau c'est la vie. Si vous n'avez pas d'eau à boire, vous pouvez même succomber. La deuxième des choses, l'alimentation. Comment se fait-il que les produits vivriers que nous produisons ici, nous n'arrivons pas à manger, nous souffrons, on voit juste des exportations. Vous allez au port au Gabon, vous allez voir. Nos chèvres, nos moutons, nos légumes, nos plantains et tout ça, tout est en train de partir, tout le temps. Qu'on essaye de rétablir la paix. La paix surtout dans le Nozo. Oui, je suis ici présentement pour prendre les 3 cartes électorales pour madame, pour mes 2 enfants. Et j'ai les reçus ici. C'est pour cela que
je suis arrivé ici. Question, vous allez voter qui et pourquoi? Bon, pour moi, ça c'est je peux dire, c'est dans mon cœur. Je vais voter à mon fidèle. Mais je ne peux pas distinguer c'est telle personne, c'est telle personne. Alors, mais je suis d'accord pour le changement, renouveler le nouveau changement. Nous voudrons quelqu'un qui va rassembler tous les peuples camerounais ensemble. Moi, je suis du Nord-Ouest. Je suis un peu foulé. Ce qui nous gêne, les problèmes de Bamenda. Quelqu'un qui va résoudre ces problèmes. Vous avez une carte électorale? Oui, j'ai la carte électorale. Vous pouvez me montrer la carte, votre carte? Oui, je peux. C'est ancienne carte. C'est ça. Bon, ici un Camerounais 100%. Je suis du Nord. Maintenant, vous allez voter pourquoi? Maintenant là, même moi aussi, je ne connais pas. Ce que je voulais voter, c'est le temps que je suis parti là-bas au rideau, que je vois là, c'est le temps là que je vais choisir, vous comprenez, parce que je n'ai pas lu sa photo, vous comprenez. Moi, on me donne, je n'ai pas voté. C'est le temps là que je regarde, voici celui-ci a dit comme ça, voici celui qui a dit comme ça. Que je vous présente ma carte électorale. Alors, vous allez voter qui et pourquoi? Excusez-moi, je vais voter mon candidat, mais il est dans ma tête. Je ne peux pas quand même vous le dire. Et vous le votez pourquoi? Je le vote parce que vraiment je voudrais le changement. Pour qu'on puisse changer, vous voyez, les jeunes, nous sommes au chômage tous les jours. Il n'y a pas de développement. Et c'est pour cette raison que moi j'aimerais solliciter mon candidat et le voter avec ma carte d'électeur. Qui et pourquoi? Déjà, le vote, c'est un truc personnel. Et on ne doit pas dévoiler son candidat. Ce sont les urnes qui vont parler. Donc je ne peux pas me mettre là à mon Vision pour dire qui je vais voter. Vous avez comment le programme de votre candidat? Oui, j'ai déjà tout ce programme. Et il y a tellement de choses dans ce pays, notamment le fait que les jeunes sont dans le chômage. Et mon candidat a trouvé tous les moyens pour sortir la jeunesse de ce fléau. Bien sûr, j'ai ma carte électorale que voici. Je suis venu ici pour ça. Voici ma carte. Vous allez voter qui et pourquoi? J'ai une raison fondamentale. Vous savez, l'élection est un devoir du citoyen. Et ça ne se dit pas n'importe comment. C'est dans les urnes que je qui voter, et surtout pour un changement. Vous voyez par exemple comme les écoles, les enfants restent à même le sol pour apprendre. Le salaire du fonctionnaire ne passe pas. Les gens vont en retraite, ils souffrent. Leur argent ne passe pas. Autant de choses, il y a beaucoup de choses qu'il faut pour changer ce pays. Oui, j'ai une carte électorale. Est-ce que vous pouvez l'avoir? Vous avez ça sur vous? Non, je n'ai pas ça sur moi puisque je la garde dans la maison pour qu'elle ne se perde pas. Alors, le 12 octobre, vous allez voter certainement? Tout à fait. Comme tous ceux qui ont les cartes, beaucoup de Camerounais vont voter. Alors, vous allez, si ce n'est pas une discussion, vous allez voter qui et pourquoi? Non, mais le vote est secret. Le moment venu, je vais réfléchir et choisir la personne que je vais vouloir voter. Je ne vais donc pas venir me placer ici pour dire que je vais voter. Alors vous avez quand même écouté quelques programmes de quelques candidats? J'écoute, non, j'écoute. Pour le moment, je continue toujours d'écouter les programmes puisqu'il y a encore du temps. Je n'ai pas besoin d'énumérer quoi que ce soit. Vous avez une carte électorale? Bien entendu. Bon, si c'est pas une discussion, vous allez voter qui et pourquoi? Non, comment? Est-ce qu'on dévoile son vote? Bon. Et puis de toutes les façons, je sais que je vais voter, ça c'est sûr. Parce que? Non mais comment? Parce que surtout comme tout bon Camerounais, je dois voter, je dois bien voter. Il va bien falloir que je vote quelqu'un. Quel est le programme qui vous a intéressé? La campagne vient juste de commencer, elle a commencé samedi dernier. S'il faut dire qu'il y a un programme qui m'a intéressé, il aurait fallu que de samedi à aujourd'hui que j'ai écouté tous les programmes, que je puisse dire que tel programme m'a intéressé. Or, au jour d'aujourd'hui, déjà que avec mon travail, je n'ai même pas le temps de
d'écouter un programme, ci ou ça. Je prendrai bien le temps d'analyser quand il y aura le temps pour savoir lequel des programmes peut être intéressant et par rapport à ça justement savoir qui sera appelé à voter. C'était donc la parole à la rue et aux citoyens, des éléments récoltés par nos reporters André-Marie Kitcho et assemblés par Jean-Jamin Yetta. Ça vous inspire, Didier Yimkwa, ces premières données qui remontent de la rue sur les 15 interviewés. Il n'y a qu'un seul qui n'a pas sa carte d'électeur, tous les autres l'ont. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, ça m'inspire une seule chose, les Camerounais sont très mobilisés. Les Camerounais sont très mobilisés. Ils savent ce que c'est qu'un vote, ils connaissent le sens de la puissance, de la souveraineté d'un peuple. Et lorsque vous les écoutez, je discutais bien avant le lancement de la campagne électorale, il y a 2-3 candidats avec qui j'ai échangé. Je leur ai dit que si vous voulez accrocher le peuple à travers vos discours, interrogez seulement la qualité des services collectifs. Pendant tout le reportage que nous venons de suivre là, il n'y a que la qualité des services collectifs que ces personnes interviewées ont mis en règle. La qualité de la route, l'électricité, l'assainissement, le plateau technique dans le milieu de la santé, l'éducation. Donc, il faut déjà que, parce que le RDPC va défendre son bilan, donc il faut déjà que ceux qui veulent remplacer le RDPC soient capables d'avoir eux-mêmes faire le bilan du RDPC et puis dire comment est-ce qu'ils vont pouvoir échanger, apporter quelque chose de nouveau. D'accord. Alors, il y a un qui ajoute justement à ces sondages et il pose une question. Je demande aux candidats à l'élection présidentielle de nous dire combien d'entreprises ils ont déjà créées quand ils parlent du changement. C'est Wilfried Doudou depuis Berthois, justement. Tous n'ont peut-être pas voulu se prêter au jeu de dire qui sera leur candidat, mais au moins, ils votent pour le candidat du changement. Est-ce que ça augure déjà d'un changement, si vous restez dans le pléonasme? Augurer déjà un changement, comment... Est-ce que ça donne une piste de qui ils vont voter ou de qui ils ne vont pas voter? C'est ça ma question précisément. Oui, ça donne une piste de qui ils ne vont pas voter, mais pas encore de qui ils vont voter. C'est dire déjà que la personne qui est sur le trône, clairement, n'est pas assurée dans son choix pour celui-là. Pour revenir à ce que dit la rue, une observation plate laisse clairement savoir que là-bas, il n'y avait pas de femmes. Déjà. Il y a un monsieur qui est venu chercher pour sa femme. Les statistiques laissent comprendre qu'on a plus de femmes sur le territoire que d'hommes. Combien sont inscrites? Combien ont retiré leur carte? Combien sont enthousiastes et impliqués dans les questions de politique au Cameroun? On ne peut pas penser ou vouloir le changement. Parce que quand on parle de changement, même dans nos ménages, on en pleure. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est mis en avant du point de vue féminin? Ça, c'est un gros problème. Peut-être certains diront nos mamans, mais même nos jeunes filles qui sont déjà adolescentes ou alors qui sont majeures, reconnues par la loi ou la Constitution, combien sont inscrites, combien ont des cartes d'électeurs, combien parmi elles iront voter? Donc, il y a tous ces problèmes, il y a tellement de problèmes. On parlera de fondamentaux qui devraient être traités en cette période. On doit galvaniser ou amener nos sœurs, nos mères à s'impliquer, à comprendre que les problèmes de politique à l'échelle nationale ne sont pas que des problèmes d'hommes. Ce sont également les leurs. Parce que lorsqu'il fait chaud sous tous les toits et lorsqu'on pleure, on pleure partout. Elle devrait également s'y intéresser. Voilà, c'est une donnée intéressante que vous avez relevée sur les 15 qui ont été interviewés uniquement pour cette journée. Aucune femme. Mais il y a une qui a quand même sa carte d'électeur et son mari est venu faire le service. Une sur 15. Quelle proportion? Et ça nous permettra justement d'avoir les intentions de vote. Je pense que l'enthousiasme démontré par ceux qu'on vient de regarder, qui ont promis tous à l'unanimité d'aller au vote, est un élément, est un indicateur assez intéressant quand même pour la prochaine présidentielle, David.
Non, c'est un élément assez intéressant, très intéressant. Compte tenu du taux d'abstention qu'il y a eu il y a 7 ans. Bien évidemment. Et d'ailleurs, nous appelons les Camerounais à se mobiliser massivement. Les 8 millions et quelques qui sont annoncés comme électeurs sur le fichier, il faudrait que tous sortent le 12 octobre. Que personne ne se donne de raison ou d'excuse de rester à la maison. C'est vrai qu'il y a certains Camerounais qui auraient voulu voir certains candidats à cette élection qui n'ont pas, dont les dossiers n'ont pas été validés, certains ont été rejetés, recalés. Ce n'est pas la raison pour laquelle ils vont rester à la maison. Votre candidat que vous vouliez voir, son dossier n'est pas passé, mais il en demeure moins que l'élection est programmée. Nous devons tous sortir pour aller voter et choisir effectivement celui qui nous parle à travers son programme politique. Celui à partir duquel on a relevé plusieurs difficultés, les problèmes de routes, d'hôpitaux, de chômage. Eh bien, allez donner votre voix à celui dont, à travers son programme, vous voyez la construction des routes dans vos quartiers, dans vos communes, dans vos départements, dans vos régions, dans tout le Cameroun. Celui dont vous voyez la construction et l'équipement des hôpitaux modernes, celui dont vous voyez la propulsion des emplois au Cameroun, celui qui va améliorer les conditions sanitaires, les conditions d'hygiène, les conditions environnementales, et même celui qui va améliorer, on l'a dit tout à l'heure, la question du comportement, parce que c'est un volet qu'on semble aussi laisser, mais qui est important. Parce que les citoyens sont en train de beaucoup demander aux candidats. Mais il faudrait que chacun comprenne et sache qu'il aura aussi à donner. Et le fait de donner pour lui, ce n'est pas seulement aller voter. Parce que celui qui sera élu aura besoin de votre civisme plus tard. Celui pour qui vous allez voter, qui va gagner l'élection, aura besoin de votre contribution et de votre honnêteté à payer vos impôts, à payer vos taxes, à ne pas tomber dans la corruption, à ne pas tomber dans les détournements de fonds publics. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on doit le dire, nous sommes dans ça, dans la corruption. Nous avons été champions de la corruption dans le monde entier. Nous sommes dans ça, dans le détournement des fonds publics. Tout à l'heure, le coach disait que si on avait un guide dictateur éclairé, on aurait récupéré cet argent. Mais non, même en démocratie, on récupère l'argent. Il suffit simplement que le président qui est là démontre la volonté à récupérer cet argent. Mais nous savons très bien qu'ils sont nombreux, tout un gouvernement, jusqu'au premier ministre qui sont en prison pour avoir détourné les fonds publics dont aujourd'hui, nous ne connaissons pas combien on a réussi à récupérer dans tout ce qu'ils ont pris. Donc, c'est tout ça que nous devons aller, le Camerounais, le citoyen, l'électeur doit pouvoir aller chercher et de dire que demain, je dois aussi être capable de m'aligner parce que ce président-là, s'il va s'asseoir et tout dit, et que moi, je continue de jeter les ordures en bordure de route alors qu'on a posé le bac à côté, qui n'est pas encore plein, je ne serai pas en train de l'aider. Voilà. Si je suis celui-là qui passe par derrière pour demander par des actes de corruption, comme on m'attribue les marchés publics, alors que je n'ai pas la compétence, je n'ai pas tout le dossier complet nécessaire, la capacité même pour mener à bien le marché public pour lequel je suis en train de solliciter, je n'aiderai pas ce président pour qui j'ai voté. C'est dit et c'est entendu. Que tous, le 12 octobre, sortent et aillent voter massivement. Mais qui se limite pas seulement à voter. Après avoir voté, il faut sécuriser, il faut contrôler, il faut protéger. Et la dernière chose, il faut défendre votre victoire. Parce que ça sera ça le gros challenge après le 12 octobre. Est-ce que les Camerounais seront capables de défendre leur victoire? C'est-à-dire de savoir que nous, on a vu que dans tel bureau, voici les résultats qui sont sortis là, voilà celui qui a gagné. Mais ce qui a été proclamé là-bas au niveau du Conseil constitutionnel, ce n'est pas ça. On va se mobiliser pour dire que vous allez seulement changer ça. Est-ce qu'ils sont capables de le faire? Sinon, ça sera peine perdue.
Alors, coach, vous aurez le mot de fin, justement. Est-ce que vous aussi, vous partagez cet optimisme? Les voyants sont-ils au vert, au moins en termes de participation? En griffe, il y a la responsable de l'Association internationale des journalistes humanitaires qui, et c'est assez curieux, achète complètement votre idée de dictature éclairée. On va pas revenir dessus. D'accord. Mais est-ce que vous partagez l'optimisme, justement, de David Moukoudi sur les voyants au vert quant au taux de participation cette année? Non. Non. Ce que j'ai regardé, la lecture que j'en fais, c'est pas de l'enthousiasme. Le Camerounais, il est exempt. C'est du bluff? Il a la caméra et il va dire j'ai ma carte. Il y en a qui vont vous montrer j'ai ma carte. Mais tous disent, s'ils ont une carte, si j'ai ma carte et que je suis intéressé par le changement, ça veut dire que je suis mon candidat depuis. Parce que ce n'est pas quand il part déposer là et tout, je le suis depuis. Il n'y a pas de choix spontané? Ici, il y a mais très peu. Ça veut dire qu'on est dans des appareils. Le parti au pouvoir a ses appareils. Vous pensez que le peuple camerounais est aussi mature et structuré? Non, il n'est pas mature. D'ailleurs, je pense que c'est parce qu'il n'est pas mature, mais qu'il est intelligent. Il y a une majorité silencieuse. Mais qu'il est intelligent. Hein? Oui, non, je suis d'accord. Mais il est intelligent. Et donc, quand on va dans certains cercles, moi je suis dans des groupes de discussion. On connaît les programmes de chaque candidat. On connaît ce qu'ils pensent. Il y en a qui ont commencé à évoquer le fait que voilà, si je suis président, voilà ce que je veux faire. Et ils utilisent les réseaux sociaux à bon escient parfois pour véhiculer cela. Donc aujourd'hui, là, je me dis que c'est une catégorie de la population. On a une classe moyenne émergente au Cameroun qui va être la clé de cette élection. Parce que c'est cette classe moyenne-là qui est sur laquelle le président qui va sortir des urnes après le 12 octobre, cette classe moyenne-là qui va être le catalyseur du vrai changement. Si on a un dictateur éclairé, ce serait très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne partage pas cet engouement parce que ce que je dis, c'est que j'entends des personnes qui disent oui, les roues ne marchent pas, etc. D'accord. Et quand on leur demande, vous allez voter, c'est secret. Et quand on leur demande, oh, je veux le changement, je ne vois pas je n'ai pas vu cet enthousiasme, cet engouement-là que je vois dans certains meetings où on voit des jeunes qui assument. Oui, ils assument, exactement. Personne n'assume. Oh, il y a la télé, mais vraiment, moi je ne veux pas dire. Et c'est ça notre... Il faut faire attention avec l'effet de foule. Hein. Parce qu'on forme des gens pour faire ça. On va dire ça. Il faut faire... la psychologie de la foule. Je suis d'accord. Il faut faire attention. Ça veut dire que tout ce qu'on dit sur un des leaders d'opinion ou d'opposition qui a été écarté, c'est aussi l'effet parfois de foule. Mais ce que je veux dire, c'est que... On sort par là. Oui. Il est important que nous comprenions, et j'aime ce que David a dit tout à l'heure, qu'on a une responsabilité. La balle est dans la main du shérif qui est le peuple. Et il faut que ce peuple-là soit assez mature. S'il n'est pas mature, il va être manipulé. Il va être manipulé, qu'il veut ou non, qu'on fasse quoi. Et parfois, on va dans des guéguerres. Il y a quelqu'un qui a dit que, vous connaissez le candidat là, est-ce que vous savez que sa fille a épousé le qu'il a de tel. Et puis, est-ce que vous voyez? C'est la campagne. Hein? Mais oui, c'est la campagne. Et donc, il y a des choses qui se passent. Mais c'est on joue. Et il faut que nous jouons franche. Moi, ce que je vois et ce que je veux, je dis toujours, je suis prêt, je suis un catalyseur du développement personnel. Ça fait partie des priorités de celui qui va gouverner prochainement. Il doit regarder la sécurité des Camerounais et la stabilité du pays. Il doit regarder à l'éducation et le développement personnel. Il doit regarder à la santé du Camerounais, le bien-être et tout. Il doit regarder à l'économie en termes de je peux me mouvoir, je peux créer, il y a des politiques qui me permettent d'investir et tout ça. Donc, il faut que celui qui va arriver, quel qu'il soit, moi je parle du principe que ce soit l'ancienne équipe, que ce changement-là soit tellement manifesté par le peuple. S'il y a une abstention totale, personne ne parle. C'est aussi un signal fort. Voilà, donc, et là, on revient justement... Tout sera décrypté le moment venu, mais je me dis que c'était le premier jet, on va voir les autres émissions. Bien sûr. Et on va voir les autres, il faut aller à Bonapriso, dans les endroits aussi où il y a des gens... Et pas que dans le littoral. Voilà, justement, on a des branches. On a des branches. Ce que cela va nous donner. Mais j'aime la dynamique que j'entends, les choses que je vois dans les groupes, vraiment les groupes de discussion.
certains dans lesquels je participe. Ils sont bien animés. Hein? Voilà, oui. Ils sont, et je vois un clivage dans les personnes qui se disent je préfère le diable que je connais que l'ange que je connais. Allez, on va prendre peut-être exceptionnellement, même si l'émission est finie, cet auditeur. On a dit qu'on ouvrirait le direct pour les appels. Alors ce sera notre premier appel pour cette émission au cœur du peuple. Allô, bonsoir. Oui, alors je ne sais pas si on vous reçoit parfaitement à la maison. Vous nous donnez votre nom et vous nous dites où vous êtes. Vous nous appelez d'où? Allô? D'accord, dites-nous, vous, est-ce que vous avez une carte d'électeur? Allô? Est-ce que vous avez une carte d'électeur? Vous comptez voter? Vous pouvez partager avec nous votre candidat? D'accord. D'accord. Oui, on vous suit, hein. Alors, je ne... Une question à savoir, quel est le plan de ces hommes politiques dans le domaine de la sécurité aérienne camerounaise et la gestion des finances de la gestion de l'espace camerounais aérien ou maritime. D'accord. Voyons que si nous parlons dans nos oppositions et dans le jeu de la politique actuelle, je me suis demandé, est-ce que les Camerounais ont besoin de la route? Est-ce que les Camerounais ont besoin des agents comme il a prévu donner 2 milliards à chaque ministre? Ce n'est pas ça notre problème. Le grand changement du Cameroun, de que nous voulons, c'est la liberté du Cameroun dans les accords et les enjeux politiques. D'accord. Je suis d'accord avec le monsieur qui parle d'un dictateur rigoureux. Éclairé. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas là le problème. Actuellement, il n'y a pas une vision définie pour un homme qui peut prendre la position d'un dictateur défini. C'est ça qu'on dit. Quand la justice prend la route de je m'en fous, c'est le peuple qui doit sur le chemin de la souffrance. D'accord. Merci beaucoup, messieurs. C'était une intervention. C'est une intervention qui est bien notée. Et je pense que nos experts sur le plateau continuent à noter, puisque cette émission également servira à donner des, peut-être pas des consignes de vote, mais des sondages ou à tout le moins des intentions de vote. Merci. Allez, ça se bouscule déjà combiné, mais je vous rappelle que c'était juste la grande première. Hein. Cette émission, c'est 20h30, 22h. Donc, à partir de demain, elle revient et reprend droit de cité. Quant à nous, ici, on va se dire au revoir avec ces choses qu'on a retenues, peut-être pour ce soir. Il ne faudrait pas qu'on soit dans l'allégorie, mon cher DJ Yimkwa, de Césaire, qui parlait de cette foule qui ne sait pas faire foule au final. Mais, et peut-être, moi, je recommanderais, avec une lettre de motivation appuyée, le prochain dirigeant devrait vous écouter tous les quatre, hein, vous deux qui êtes pour les leaders éclairés et plus rigoureux, et ceux qui parlent plutôt de dictature éclairée. Je pense que le maillage des deux pourrait conduire à quelque chose d'intéressant. Merci en tout cas David Moukoudi, expert des questions de bonne gouvernance et de démocratie. Je lui disais encore, vous êtes resté constant sur ces piliers qui pour vous fondent les sociétés modernes et qui veulent émerger. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir a été le mien. C'était un plaisir de vous retrouver, mon cher Didier. Merci. Yimkwa, très intéressé par les questions de développement durable. Et on peut mettre ça également sous le coup de la bonne gouvernance. Cela va sans dire. Cela va sans dire. Mon cher Franz Kaz, c'était un plaisir de vous avoir, vous aussi. Vous dites des choses très pertinentes, mais dans un calme olympien. Je pense que les dirigeants feraient bien de vous écouter aussi de temps en temps. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir. On va, pour sortir, juste inviter ceux qui nous ont écoutés là, de récupérer leur carte d'électeur,
de se mobiliser pour comprendre qu'est-ce que les différents candidats ont à nous proposer afin de pouvoir faire un choix objectif. Et vous, je vous découvre dans une autre sphère, hein, littéralement. Je vous ai connu dans un domaine et aujourd'hui, je découvre avec beaucoup de plaisir que vous ne manquez pas d'à propos dans ce domaine aussi. Merci beaucoup, coach Benjamin Noël, FC IPD. Et voilà, merci. Ah. Je vous repasse votre micro. Merci, le plaisir a été le mien. Je ne suis pas un dictateur. Non, c'est rien. Je pense que quand on est dans des intelligences qui se comprennent, ça marche. Nous détestons les écolos. Parce que Trump était un climato-sceptique, carrément. Qui ne veut entendre le réchauffement climatique. Que le réchauffement climatique est une arnaque. Parce que vous parlez de Trump, je suis. Juste pour ça, je veux dire. Par respect que ça m'énerve. Non, je veux dire que la politique, je ne suis pas sûr qu'il est sceptique. Si. C'est la politique. Il a dit. Ce n'est que la politique. Mais sauf qu'il est un peu roublard. Il a dit que le changement climatique est une arnaque. C'est ça, oui, c'est une arnaque. Et moi, je comprends. Parce qu'on est dans un système et il s'attaque au système. Il dit que le changement climatique, c'est la plus grosse arnaque. Vous savez, en tant que directeur des ressources humaines, j'ai vu des arnaques de ce système et je le comprends très bien. On voit des expatriés qui viennent en Afrique, qui gagnent des centaines de millions en ayant travaillé 6 ans. Qu'un Camerounais, enfin une masse de Camerounais ne pourrait pas gagner. J'ai été dans des entreprises où le comité de direction à lui seul a un bonus annuel de 300 millions. Mais les employés, la masse salariale des employés ne fait pas 300 millions. Alors qu'ils ne sont qu'une dizaine. Pour moi, c'est une arnaque, mais et parce qu'ils sont soutenus par ces systèmes-là. Oui, parce que c'est pour ça que je dis, on a beau le détester, il crée des éléments pour que l'Afrique décolle, se prenne en main et arrive à faire certaines choses. Je pense que on a beaucoup, son âme défendeur. Exactement, elle va devoir le faire. Merci pour cette initiative. Je pense que c'est une bonne chose pour que nous allions taper là où ça fait mal de temps en temps et que on éveille quand même une conscience quelque part et qu'on apporte le soutien aux prochains dirigeants, qu'ils soient dirigeants et apaisé ou rigoureux, ou dictateur éclairé. Je pense que c'est ce qui en sortira. Qu'on arrive à travailler pour qu'un Cameroun meilleur émerge. Et nous avons encore répondu présent, fidèle à notre maxime d'aller à rebrousse-poil s'il le faut et ne pas copier la marche souvent des sentiers battus des autres, car notre objectif reste l'édification et la construction d'une véritable, pas seulement d'une population, mais d'un peuple éclairé qui pourra prendre ses décisions en hommes et en femmes éclairés, justement. Vous avez suscité beaucoup d'entrain, vous avez montré beaucoup d'entrain pour cette grande première. On vous rappelle donc que le rendez-vous est pris demain et même après-demain. Time, code horaire, c'est 20h30. Vous avez la possibilité de vous exprimer, que ce soit par appel, par message, ou même de nous laisser des messages via notre plateforme digitale. C'est LTM TV officiel. Je vous dis donc à très vite, c'est-à-dire à demain. Bonsoir.